Le Grand Témoin, une émission animée par Toufir Menjli et réalisée par Jawida Zekad sur Alger Chaîne 3. Bonsoir chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver ce soir en compagnie de mon grand témoin qui est le docteur Mohamed Guemama. Mohamed Guemama est médecin spécialiste, responsable d'une association aujourd'hui nationale de prévention et de lutte contre le sida et la toxicomanie, et pas que. On en parlera bien évidemment tout au long de cette émission. Une association dénommée Green Tea et dont le siège se trouve à Tamanrasset. Docteur Guemama, merci d'être là, merci de répondre à mon invitation. J'ai envie de dire entre deux avions parce que vous arrivez hier à Athènes de Tamanrasset pour repartir le lendemain. Mais c'était une occasion donc importante de faire le point un petit peu sur les activités auxquelles s'adonne votre association. Mais si vous le voulez bien, avant d'aborder la palette de ces différentes activités, peut-être mettre l'accent sur votre propre parcours qui est quand même assez exceptionnel, on va dire. Pas à ce dans point. la mesure, non, pas exceptionnel dans la mesure où vous avez touché à plusieurs registres. Alors, faut rappeler ou signaler à nos amis auditeurs que vous êtes médecin spécialisé en néphrologie, que vous exercez à Tamanrasset, mais que durant vos études de médecine, vous vous êtes adonné au journalisme. Et vous avez été journaliste donc ici même, dans ces locaux de l'ENTV et de la radio. Vous avez travaillé pour l'ENTV, vous avez même été jusqu'à présenter le journal en Tamashek. En Tamazight, oui. Merci encore Toufir pour l'invitation. Ça fait longtemps, ça fait 5 ans qu'on s'est Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas revu. Mais je voulais remercier encore une autre fois pour me donner cette chance. Effectivement, j'étais à la télévision comme journaliste reporter depuis l'année 2006 jusqu'à l'année 2010. Donc, on était les premiers à lancer le GT en Tamazight, plus exactement le GT en langue touareg. Ici au sein de l'ENTV. Ça a été une expérience que vous avez certainement capitalisée. Qu'est-ce qu'il vous reste aujourd'hui de ces 5 années d'activité journalistique? Beaucoup d'amis. Déjà, le carnet d'adresses est très important, oui. Effectivement. Oui, j'ai eu de la chance de travailler à la télévision, mais c'est une expérience pour moi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses au sein de la télévision, au sein des reportages. J'ai eu de la chance de se déplacer dans différents coins du pays. Donc, c'est une opportunité pour moi pour voir les différentes cultures de l'Algérie, les différents modes de vie des Algériens, et de savoir beaucoup plus comment les Algériens dans l'Algérie profonde, comment ils vivent. L'expérience de journalisme, si je me dis, c'était très intéressante pour moi parce qu'elle m'a donné cette chance de connaître beaucoup de gens et d'ouvrir mes yeux sur cette souffrance de la population vulnérable en Algérie. C'est ce qui va vous amener donc à lancer cette association en 2011, mais avant d'y arriver, peut-être dire quelques mots sur votre formation de médecin, une formation que vous avez suivie ici même à Alger. Votre résidana, vous l'avez passé donc à Bab el-Oued, n'est-ce pas, à l'hôpital Ex-Mayo, Mohamed Barine actuellement, et contrairement à beaucoup d'autres, vous décidez de retourner à Tamanrasset. C'est quand même assez intéressant comme itinéraire aujourd'hui où la question de la couverture sanitaire, donc dans l'ensemble du pays, continue à susciter des passions. Alors parlez-nous justement des moteurs qui vous ont amené à prendre cette décision de retour. Tout d'abord, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait dès le début. Donc, revenir et essayer au moins de laisser des traces où là où il n'y a pas de traces. Donc, je suis actuellement en service civil qui suscite beaucoup de problèmes, qui continue toujours de susciter beaucoup de problèmes. C'est vrai que les conditions de travail sont très très difficiles, mais pour moi c'est un choix personnel. Donc pour moi c'est laisser quelques traces et essayer de faire au moins un petit changement dans des zones éloignées des grandes villes. Et cela, ça ne résout pas le problème de la couverture sanitaire. Mais pour nous et les médecins qui travaillent avec moi, je ne suis pas le seul, on est en train d'essayer de faire de notre mieux pour mieux donner à ces populations vulnérables. Parce que le droit à la santé, c'est l'accès à la santé pour tous. Donc il faut y travailler sur ce dossier en dehors des problèmes politiques et problèmes des lois qui réagissent l'activité
de santé en Algérie. Aujourd'hui, vous faites part des difficultés inhérentes à l'exercice de votre métier dans le Sud. Quelles sont-elles, si on venait à les énumérer, à en énumérer les principales en tout cas? Pour tout ce qui est l'accès à la santé, on a des différents types de problèmes. Donc, on a la couverture sanitaire, les barrières linguistiques et géographiques. On a l'accès à la santé, la qualité de la santé, le mode de prise en charge, l'approvisionnement en médicaments, la qualité de suivi d'évaluation de travail hospitalier et enfin tout ce qui est formation pour les médecins et les praticiens de la santé en général. Et pourtant, vous continuez. Tout ça, c'est un ensemble, parce que quand on dit le mot santé, c'est pas le médecin. Bien sûr. Ce qu'on croit. Bien sûr, ça sollicite plusieurs secteurs, oui. Nous, on focalise sur le médecin assistant, le médecin résident. En réalité, la santé, c'est un tout. Donc, il faut que tout le monde y participe. Le médecin n'est qu'un maillon parmi d'autres maillons de santé en Algérie. Et en plus, on a les problèmes des lois, le service civil, qui pour moi, c'est pas une solution durable. Donc, il faut trouver une solution durable pour ces populations. On peut pas obliger les gens d'y aller. Il faut trouver des solutions durables, revoir la carte sanitaire en Algérie et revoir aussi les stratégies, développer d'autres stratégies communautaires d'accès à la santé et aux soins de qualité en Algérie. Vous le dites à partir de votre expérience de médecin praticien dans le sud, à Tamanrasset 7 en l'occurrence. Pour en venir à votre association Green Tea, qu'est-ce qui a mobilisé le jeune médecin Mohamed Ghemama en 2011 pour créer une telle association? On est un groupe. Vous êtes un groupe. On est un groupe, je ne suis pas le seul. On a commencé l'association vraiment en 2011 comme étant une association thématique de lutte contre le VIH-Sida et la toxicomanie. Après 2 ans de travail, on a réussi à occuper l'espace public à Tamanrasset sur tout ce qui est travail, d'éducation à la santé, la prévention, la sensibilisation, les ateliers de formation, ainsi que tout ce qui est les séances de plaidoyer pour le droit des personnes vivant avec le VIH. Depuis l'année 2012, on a eu la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les associations. C'est la loi 1206 qui réagit à l'activité associative en Algérie. Donc depuis 2012, on a commencé vraiment à rentrer en discussion entre nous, un groupe qui ont créé Green Tea, en plus d'autres jeunes en Algérie, des différentes wilayas de l'Algérie. On a commencé des discussions. Comment améliorer notre association, comment améliorer notre champ d'intervention et comment améliorer notre objectifs. Et jusqu'à 2014, on a eu cette idée de changer les thématiques de l'association et d'élargir nos objectifs. Et pourquoi jusqu'à 2014? Parce qu'en 2014, on a eu l'avant-projet de la loi de la santé. Cet avant-projet de la loi de la santé a donné beaucoup plus d'opportunités pour le travail associatif. Donc, on a combiné les deux et on a continué toujours les discussions. En quoi a-t-il facilité le travail associatif? Tout ce qui est l'accès à la santé, les soins à domicile, les hospitalisations à domicile, la délégation des tâches et la délégation des services. Ça, selon les recommandations de l'OMS et de l'ONU-SIDA. Donc, jusqu'à 2016, on a eu la chance d'avoir l'agrément d'un autre type d'association. On est devenu une association nationale à caractère humanitaire. Donc, c'est totalement élargi. On a élargi les objectifs. Le caractère humanitaire qu'on a, ça nous donne le droit d'intervenir pour les traitements, la prise en charge médicale, les interventions en cas d'urgence et de risques majeurs, ainsi pour faire le réseautage et le plaidoyer pour le droit à la santé. Donc, tout ça, c'est le parcours en résumé de Green Tea. Et je tiens aussi à remercier tous ces jeunes engagés qui ont de la patience pendant 5 ans plus. Parce que c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, oui. C'est du bénévolat. Et en plus, on a eu de la chance de faire d'autres projets de partenariat. Donc, dont on va parler. Pourquoi l'appellation Green Tea? C'est la question qu'on revient chaque jour. Chaque jour. Quand on a commencé à créer l'association, on a cherché un symbole algérien qui est toujours un symbole de tolérance et de discussion. Et on a choisi Green Tea parce que c'est un symbole pour les Algériens, c'est un symbole de discussion. Et pour les Algériens aussi, c'est un symbole de tolérance.
Donc, de convivialité, convivialité. de Donc, communication. on a pris ce symbole comme même notre logo de l'association Green Tea, c'est un logo ancien numide berbère qui veut dire toujours la rotation et l'action. Donc et on a pris aussi des couleurs africaines et des couleurs humanitaires. Donc on a essayé de combiner tout ça pour être toujours attaché à notre histoire et attaché à notre culture aussi. Alors, vous avez décliné un peu le processus qu'a emprunté l'association jusqu'à aujourd'hui, grosso modo, on va y revenir. L'éventail des prestations, entre guillemets, a été élargi, donc de la prévention et de la lutte contre le sida et la toxicomanie. Aujourd'hui, vous êtes sur des espaces beaucoup plus ambitieux, comme l'accompagnement donc en société, l'accompagnement social des personnes en difficulté, enfin, le traitement et la prise en charge de la question migratoire, par exemple la mise en place de centres d'écoute, parce que l'écoute est une donnée fondamentale justement pour l'accompagnement des personnes en difficulté. Aujourd'hui, si on venait à faire un focus sur ce qui se déroule au quotidien dans les locaux de l'association, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Sur le plan de gouvernance de l'association, donc on a un bureau exécutif, un conseil consultatif, une assemblée générale et des bureaux de coordination. On ne les appelle pas des bureaux de wilaya. Des bureaux de coordination, par exemple ici à Alger, on a un bureau à Tindouf, à Ouargla et à Tamen Rasset. À Tamen Rasset, pourquoi ? Parce qu'on a eu la chance de développer beaucoup de projets de partenariat sur l'accès à la santé pour les populations vulnérables. Donc à Tamen Rasset, on possède le siège central, qui est le siège où se déroulent les formations. On a un centre des femmes, qui est un centre d'écoute et d'accès à la santé et de soins pour les femmes. On a un autre centre qu'on appelle Club des jeunes. C'est toujours un centre de l'accès à la santé sexuelle et pour les jeunes. Le troisième centre qu'on vient d'ouvrir, c'est le centre de formation. C'est ouvert en 2018 pour offrir de la formation aux associations en Algérie. Le quatrième, c'est la clinique communautaire. La clinique communautaire, c'est une première en Algérie. On a des stratégies communautaires pour améliorer l'accès aux soins pour les populations vulnérables, quels que soient des jeunes, les migrants, les femmes et personnes en difficulté. Tout ça pour améliorer l'accès aux soins et l'accès à la santé et pour développer d'autres stratégies communautaires. Nous, on est toujours en train d'apprendre des autres. Et on est toujours en train de découvrir et essayer de comprendre le phénomène des migrations en Algérie, les critères de vulnérabilité. On est en train d'essayer de comprendre ce déplacement des populations. On est en train toujours d'essayer de comprendre les critères de vulnérabilité des populations algériennes, soit migrantes. Tout ça pour développer des bonnes méthodes d'intervention. Aujourd'hui, force est de constater que le phénomène migratoire a pris énormément d'ampleur, ne serait-ce qu'en raison des difficultés sécuritaires que vivent les pays limitrophes aux nôtres. Ceci a dû justement aiguiser votre regard sur la question de la migration. À partir de ce poste d'observation qu'est Tamen Rasset, comment voyez-vous ce phénomène et comment le percevez-vous et quelles modalités concrètes d'accompagnement de ces migrants, à partir de votre expérience, devraient être mises en œuvre? Le phénomène de migration, c'est un phénomène international. Nous, on est en train d'essayer de comprendre toujours ce phénomène parce que le contexte nous oblige, vraiment, c'est le contexte. À Tamen Rasset se trouve la plus grande concentration de la population migrante en Algérie. Selon l'étude qu'on a fait en 2017, on estime ce chiffre à 25 000 migrants subsahariens à Tamen Rasset. Que pour la ville parce que la ville regroupe la majorité des migrants. Donc tous les migrants sont vraiment concentralisés à Tamen Rasset. Et le projet qu'on a mené... Plusieurs nationalités, j'imagine. Plusieurs nationalités. Selon l'étude, on a 17 nationalités. Et pourquoi on a fait l'étude ? C'est une étude qualitative, c'est une étude mixte qualitatif et quantitatif avec des critères de vulnérabilité qui sont par exemple l'âge, le sexe, l'itinéraire, les conditions de vie, le mode de vie, comment ils gagnent leur vie à Tamen Rasset, les raisons d'immigration, les secteurs de travail à Tamen Rasset, le niveau d'instruction des migrants à Tamen Rasset, la répartition par âge, par sexe, par quartier, tout ça pour nous donner une idée globale
pour essayer de mieux développer des outils de travail. Avec aussi développer des stratégies communautaires. Donc les stratégies communautaires consistent d'abord à bien comprendre la population en face. La deuxième des choses, c'est la collecte de données et d'informations fiables, c'est-à-dire créer une base de données pour la population migrante. La troisième des choses, c'est d'essayer de développer des stratégies de santé. Dans ces stratégies de santé qu'on appelle des stratégies communautaires, c'est-à-dire impliquer la population cible dans les projets, la première des choses. La deuxième des choses, essayer d'adapter les outils d'intervention selon les critères de vulnérabilité qu'on a identifiés dans l'étude. Je ne sais pas, c'est beaucoup technique. Oui, tout à fait, allez-y. Et la troisième des choses, c'est faire le monitoring. Quand on fait l'assessment, on fait le monitoring. Après, on fait le suivi et évaluation de notre stratégie communautaire. La difficulté dans le phénomène de migration, c'est une population en déplacement en permanence. Et la deuxième des choses, c'est une population dynamique que les données peuvent changer d'un mois à l'autre. Donc, si on a des données aujourd'hui qui sont fiables, après un mois, ces données peuvent pas être fiables dans certains parce que la population est en mouvement. Et on a essayé, en partenariat avec l'hôpital de Taman Rasset, à faire des dépistages communautaires. C'était une première aussi en Algérie. Donc en fait, vous focalisez votre accompagnement sanitaire uniquement sur le sida ou la toxicomanie, ou est-ce que vous l'élargissez à davantage de pathologies? C'est l'accès à la santé. Donc on parle plus de VIH-sida seul ou bien l'accès à la santé. Donc on forme, par exemple, dans un projet, on forme des indicateurs à la santé. Prévention, tout ça. Les éducateurs à la santé, c'est des gens formés sur les outils de, premièrement, l'observation, parce qu'on a des fiches d'observation. On a des fiches d'observation individuelles et des fiches d'observation par groupe. Dans ces fiches d'observation, on essaie de collecter le maximum d'informations d'abord, avant d'intervenir sur le terrain. Donc, un éducateur communautaire, il va aller sur le terrain, il collecte les informations. Après, on discute tous ensemble comment mieux intervenir dans ce quartier pour cette population. Tout dépend des critères de vulnérabilité. Soit par exemple, je vous donne un exemple, par exemple la langue. Ils sont de Hausaphones, ou bien des anglo-saxons, ou bien des francophones. Ça change. Des lusophones, parfois. Ça change. Ouais, tout à fait. En plus, la deuxième chose la plus importante, c'est comment adapter nos outils de travail selon la culture et l'histoire de la population cible. Donc, c'est tout un travail anthropologique, c'est tout de la recherche. C'est parce qu'on a affaire à des êtres humains. Bien sûr. Il faut vraiment qu'on... Il ne s'agit pas d'objets, mais il faut entrer dans leur propre intelligence, leur propre... Parce que selon les critères, les êtres humains n'ont pas tous la même perception de la santé. Bien sûr. On n'a même pas la même perception des outils qu'on utilise. Il faut adapter ces outils selon la culture des gens. En plus, des fois, on arrive même à lire l'histoire des gens pour mieux intervenir. Si dans leur... Par exemple, je vous donne toujours un petit exemple. Si par exemple une population est habituée à des healers traditionnels, les accoucheuses traditionnelles. Les accoucheuses traditionnelles dans certains pays de l'Afrique, même à Taman Rasset, ils ont un poids vraiment essentiel. Dans les stratégies communautaires, il faut impliquer ces accoucheuses traditionnelles dans les populations de le programme qu'on a. Les former, les donner la bonne information, en plus les impliquer dans les projets. Et parvenir à une meilleure coopération et collaboration du patient. Parce que le problème dans les systèmes de santé, les systèmes de santé est fondé sur des lois et des objectifs, des résultats. Mais on oublie toujours l'autre côté, c'est le patient. Le patient, il a des attentes, il a ses difficultés, il attend d'être impliqué dans ces programmes. Nous, on essaie de combiner entre les deux. On essaie d'améliorer cet accès à la santé par le développement de ce type de stratégie communautaire qui implique toujours la population cible. À Taman Rasset, on a un partenariat avec le centre de dépistage. Dans nos centres de dépistage... Dépistage de sida? Oui, dépistage du sida. VIH. Le pack de services qu'on a, c'est le VIH, l'hépatite B, la syphilis et l'hépatite C. Les maladies sexuellement transmissibles. Sexuellement transmissibles. En plus, dans le pack de services, ça c'est le pack de services biologiques, dans le pack de services, on a les consultations pré-test, les consultations post-test, le soutien psychologique et l'orientation et l'accompagnement médical. Donc, on offre à les populations un pack de services.
C'est pas juste le dépistage. Ça, selon toujours les critères de l'OMS et de l'UNICEF. Il parle d'un pack de services qu'il faut offrir aux populations cibles ou bien aux populations clés selon la dénomination. Alors, il a été conféré à votre association un statut national en 2016 et vous maintenez pourtant donc le siège de cette association à Tamanrasset. Est-ce que l'éloignement des cercles décisionnels du pays ne pose pas quelques obstacles justement à votre activité nationale, à votre envergure nationale aujourd'hui? La centralisation plutôt de la décision au niveau d'Alger, c'est un problème énorme que souffre tout le monde. C'est pas sur le plan de la santé ou bien d'autres. Vous êtes peut-être précurseur de la décentralisation. Oui, parce que même dans la stratégie de la santé, on apprend, même selon si on revient aux critères de l'OMS, la décentralisation, la délégation, c'est le premier point de stratégie communautaire. Mais à Tamanrasset, c'est un choix. Avec tous les membres de l'association, on se dit on va pas créer une association qui est lourde sur le plan d'intervention. On est toujours en train de discuter sur un mode de gouvernance qui est adapté à notre mode de vie, nous les Algériens, et un mode de gouvernance qui est adapté au contexte culturel et contexte social des associations. Donc, très proche de la réalité. De la réalité. Ouais. Donc, on ne va pas créer de bureaux au niveau de chaque wilaya, des bureaux au niveau de chaque commune, de chaque daïra. Ça sert à rien pour nous. Ça sert à rien de prêter le flanc à la bureaucratie, aux lourdeurs bureaucratiques. Ouais. En plus, on a un bureau sur Alger. Par exemple, le bureau sur Alger s'occupe actuellement d'un projet de partenariat avec les Nations Unies. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il prend l'HCR, oui. On prend en charge les réfugiés sur le plan accès à la santé. Le projet pilote qu'on a commencé l'année dernière est limité au niveau d'Alger et ses environs. À la fin de la phase pilote, on essaye de faire l'évaluation de la phase pilote. Actuellement, on a un expert qui travaille actuellement avec les membres de l'association pour l'amélioration du mode de gouvernance interne, parce que c'est intéressant. On a dit qu'il faut donner tout le temps nécessaire pour développer un mode de gouvernance qui est unique à nous et un mode de gouvernance qui est professionnel. Donc c'est ça l'objectif. On va créer d'autres antennes selon le besoin et selon la demande et selon les types de projets qu'on a. Vous restez pas focalisé uniquement sur le migrant ou sur la communauté en déplacement. Votre champ d'action est beaucoup plus large que celui-là. Qu'en est-il de votre relation avec les autorités locales ? Est-ce que cette relation se décline en termes de synergie, de collaboration, fructueuse, ou est-ce que vous rencontrez ce qui pourrait être, totalement intelligible, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Bon, nous, on a eu de la chance d'avoir déjà le statut humanitaire, donc quand on a eu l'agrément, on n'a pas eu de problème. Vous êtes, me semble-t-il, la seule ONG humanitaire, mis à part le Croissant Rouge algérien, ici en Algérie. Oui, mis à part le Croissant Rouge algérien. Pour le moment, on a des bonnes relations avec les autorités, soit ici à Alger ou bien locales dans les autres wilayas. Mais on est en train toujours de discuter parce qu'on ne les voit pas comme des autorités, on les voit comme des partenaires. Bien sûr. Donc, bien pour sûr. nous, c'est des partenaires. C'est l'approche saine, absolument, qu'il faut adopter. On les voit comme des partenaires clés. On essaie toujours d'apprendre de chacun pour mieux améliorer notre intervention. Qu'en est-il du sida? Alors beaucoup glosent en associant cette maladie, cette pandémie aux franges migratoires qui viennent demander asile à notre pays. Beaucoup restent dans un certain discours stigmatisant. Qu'avez-vous à nous dire, à partir bien évidemment toujours de votre expérience et de votre propre observation sur le terrain, des chiffres relatifs donc à l'évolution de cette pathologie et puis de la manière dont elle se dispatche au sein des différentes populations auxquelles vous avez affaire? Tout d'abord, l'Algérie est considérée comme un pays de faible prévalence de VIH-Sida. En 2015, on a commencé un projet de l'amélioration de l'accès aux soins. Target. En 2015 en Algérie. C'est le plus grand projet VIH-Sida en Algérie. Le projet consiste
à améliorer l'accès aux soins et l'accès au dépistage pour les populations cibles de projet. Et la deuxième des choses, c'est l'amélioration de la prise en charge en partenariat avec les centres de référence. Le troisième point, c'est l'amélioration de l'observance et traitement. Et l'amélioration de l'observance et l'espérance de vie. Non. Les pertes de vie, ce sont les patients. Ah oui, les pertes de vie. D'accord. Techniquement, ce sont les patients qui ne sont pas venus à leur consultation. C'est ça, ils sont dépistés, ils ne sont pas venus. D'accord, très bien. Comment les approcher et comment les réintégrer dans les systèmes de soins. On a de la chance en Algérie parce que le traitement est gratuit. C'est gratuit. En plus, bien que très 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 onéreux, coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est une opportunité que on trouve qu'en Algérie. La deuxième des choses importantes aussi, que les dépistages est gratuit aussi. La troisième, même la prise en charge de tuberculose est gratuite en Algérie. Donc, on a de la chance en Algérie. Mais ce qu'on a remarqué au début, il y a un grand gap entre les systèmes, entre le système de santé et les populations. Donc, il faut travailler sur ce fossé pour comment rapprocher les populations au système de santé, comment c'est ça l'accès à la santé. Dans le projet, on a eu de la chance de faire vraiment des chiffres records en matière de dépistage VIH/SIDA en Algérie. On est arrivé l'année passée, 2017, à 6000 tests de dépistage. Que à Tamanrasset, 6000 tests, c'est énorme. C'est énorme. Mais toujours en partenariat avec le centre de dépistage de Tamanrasset, parce que légalement, on n'a pas le droit de faire le dépistage, mais c'est le centre de dépistage qui fait le dépistage. Nous, on prépare le terrain, on essaie d'accéder mieux à ces populations, les orienter et les accompagner vers le centre de déblayer le chemin pour le centre de dépistage. Oui. Dans ce projet aussi, on a développé des stratégies communautaires pour l'amélioration de l'accès aux soins pour toutes les populations. Il n'y a pas que les migrants. Les populations clés, c'est-à-dire les travailleuses du siècle, les usagers de drogue injectables. À la fin du projet, parce que vous avez posé la question sur la stigmatisation des migrants, on a moins de 5% des migrants porteurs de VIH. La grande majorité, ce sont des nationaux. C'est les Algériens. Ça tord le cou à un certain nombre de discours stigmatisants des migrants, quoi. Nous, on essaie toujours de donner des données fiables et on essaie toujours mieux de comprendre la situation parce que il y a des contextes sans tomber dans la polémique. Il y a des contextes socio-culturels. Donc, on essaie toujours de lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Et l'accès à la santé pour tout le monde. Parce que on est un pays riche par notre histoire et notre culture. Et on a de la chance en Algérie de cohabiter beaucoup de gens, de cultures différentes, d'histoires différentes. Une tradition d'accueil ancestrale. Oui, ancestrale. Et en plus, ça nous donne la chance en Algérie de voir toutes ces cultures, toutes ces venir de différents coins de l'Afrique ou bien de la Syrie ou bien ailleurs. Et pour nous, c'est une richesse qu'il faut essayer de comprendre, de capitaliser et en plus comment l'exploiter toutes ces richesses, parce que c'est des sources humaines. Parce que si on revient toujours à l'étude qu'on a fait en 2017, 90, si on est des jeunes moins de 30 ans, c'est des ressources énormes. Potentiel énorme. Un potentiel énorme. 25%, c'est des gens qui ont fait des études universitaires parmi les migrants. C'est-à-dire, c'est un potentiel énorme. Et tout ça, ça nous mène, on travaille toujours avec les autorités locales, les autorités en général, et essayer de comprendre comment tous ces gens sont venus, pourquoi ils sont venus. Parce que même si on revient à l'étude, 37%, je dis bien 37%, des migrants subsahariens à Tamanrasset ont choisi Tamanrasset comme une destination finale dès le début. Ça nous donne toujours une idée comment améliorer notre intervention. C'est énorme comme chiffre. C'est des gens qui sont venus déjà pour s'installer ici, s'installer en Algérie. Alors que dans l'imaginaire collectif, tout migrant qui traverse la frontière n'a qu'une seule visée, c'est de traverser la Méditerranée, aller s'installer en Europe. En plus, 67% du reste, ils ont l'intention d'aller en Europe. Mais 37%, quand même, un chiffre énorme. Très important, oui, bien sûr. Même si on revient à l'étude, la première cause, c'est des gens en recherche de travail. 67%
parmi les gens, ils viennent juste parce qu'il y a une activité de travail, il y a une offre d'emploi à Tamanrasset. On a une stabilité politique, une stabilité sécuritaire, l'offre d'emploi, les soins sont gratuits. Tout ça attire les gens à venir chez nous. Ça nous donne aussi l'opportunité de comprendre mieux la culture, l'anthropologie et l'histoire de ces gens pour mieux améliorer leur prise en charge. Et comment voir... Et construire, toute mesure gardée, et humblement, l'Afrique aussi, parce que c'est notre continent. C'est notre continent, parce qu'on a... Historiquement, on a toujours défendu les principes de liberté en Afrique, soit au Congo, soit dans d'autres pays de l'Afrique. Parce qu'en réalité, ce qu'on oublie tous, nous les Algériens, ceux qu'on est des Africains, bien sûr. On oublie tout ça toujours. Donc, on essaie comment améliorer leur prise en charge. Quand je parle de l'association, toujours, comment améliorer leur prise en charge sur le plan santé, mais aussi travailler avec d'autres partenaires, travailler avec d'autres acteurs, comment améliorer la prise en charge des migrants en général. Et comment leur donner cette opportunité, soit de revenir chez eux, soit de continuer à travailler. On a affaire à des êtres humains. Et l'Algérie a signé et ratifié toutes les conventions internationales sur les droits de l'homme. Nous, on essaie en plus de ces traités bien des conventions. C'est qu'on a nous-mêmes une histoire, nous les Algériens. On a une culture d'accueil, d'hospitalité envers tout genre de population. Il n'y a pas que le subsaharien, les Syriens, les Libyens, tout ça. C'est des gens qu'on accueille et qu'on améliore leur prise en charge. Et on espère que leurs conditions de vivre dans leur pays soient améliorées ou bien créer d'opportunités de développement dans leur pays d'origine, pour essayer de diminuer, parce que le problème énorme, c'est l'instabilité sécuritaire en Afrique, l'instabilité politique, le manque de développement, le chômage. Tout ça, c'est des problèmes énormes qu'il faut traiter à notre échelle. Alors justement, pour être le plus efficace et le plus efficient possible, Mohamed Ghemama, en plus d'être médecin, vous avez suivi une batterie de formations qui vous a mené en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, vous êtes formateur. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes formations que vous prodiguez à Tamanrasset au sein de l'association? Actuellement, je suis consultant en santé publique et problèmes d'immigration pour la région MENA. En Afrique du Sud, on a eu la chance d'étudier tout ce qui est stratégie communautaire et les programmes HIV, TB en Afrique et l'amélioration de la prise en charge thérapeutique selon les dernières recommandations. Aux États-Unis, j'ai eu la chance d'être formé dans tout ce qui est phénomène de migration, les institutions, les droits internationaux et le phénomène, les agences des Nations Unies qui traitent les différentes questions d'immigration. Et en Algérie, on essaye de capitaliser cette expérience sur de différentes modes. Donc, la première des choses, comment vraiment avoir une base de données fiable sur les migrants avant d'intervenir. La deuxième des choses, essayer de comprendre. On revient toujours à cette question qui est très importante, qui est comment comprendre cet être humain, cet esprit d'aventure pour voyager, pour traverser des milliers de kilomètres, traverser le désert. C'est quelque chose qu'il faut vraiment s'asseoir et essayer de comprendre. La deuxième des choses, c'est d'améliorer notre champ d'intervention par le développement des stratégies communautaires, qui sont des stratégies qui sont basées d'abord sur la compréhension de la culture, de l'histoire, du mode de vie de cette population, les différentes ethnies qu'on a. Et la troisième des choses, identifier les critères de vulnérabilité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement. À partir de ces critères de vulnérabilité, identifier tout ce qui est les barrières, les différents types de barrières ou bien des problèmes. L'écoute,
Quand vous parlez de compréhension, on pense systématiquement à l'écoute, on pense systématiquement donc à une qualité de présence à l'autre. L'écoute est une dimension fondamentale au sein de l'association Green Tea. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? De quelle manière se décline-t-elle ? Comment vous avez forgé ce critère et cet élément ô combien indispensable dans l'accompagnement des personnes qui viennent vous voir ? Pour les migrants, on a des fiches d'observation. J'allais dire, ces fiches d'observation, c'est... Je veux dire, l'écoutant, il est formé ? Oui, bien sûr, parce que c'est la deuxième étape. Ouais. La deuxième étape des stratégies, c'est l'implication des populations locales. C'est les pires indicateurs. Donc, on forme des gens parmi la population cible, soit migrante, soit autre population cible. On les appelle les relais communautaires. Ces relais communautaires, ce sont des gens qui sont indemnisés, ce sont des gens qui sont formés sur les différents modes de transmission, si on parle de VIH, ou bien c'est des relais pour la promotion de la santé. Ces relais-là nous aident encore à mieux comprendre les phénomènes d'immigration. Comme ça, on a l'accès plus facile dans les foyers. On connaît mieux dans un foyer, par exemple, combien il y en a des femmes, combien il y a des enfants, combien il y a des jeunes. Est-ce qu'il y a une activité sexuelle ou peu? Est-ce qu'il y a une exploitation sexuelle ou pas? Parce que tout ça, ça nous mène à parler d'autres questions de la traite humaine. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Donc ça, c'est dans les descentes de terrain qu'on les appelle outreach. Donc on est au mode anglais. Et vous faites bien au diapason de la mondialisation. Oui. Et la deuxième des choses, on a l'écoute au niveau de notre siège. C'est une écoute un peu plus spécialisée. Donc si par exemple le relais ou bien l'éducateur a besoin beaucoup plus d'informations, ou par exemple il a senti qu'il y a des risques quand il fait l'observation sur le terrain, qu'on est toujours amené à confronter des risques, ou bien c'est un individu qui est vulnérable et qui nécessite une prise en charge soit médicale, soit psychologique, parce qu'on a social aussi, ou bien social, parce que on travaille pas vraiment dans le social, on travaille tout ce qui est psychologique et santé, parce que des fois on confronte des agressions sexuelles. Des fois, on comprend des différents types de viols faits aux femmes, ou bien ce sont des cas vulnérables qu'il faut vraiment ramener au niveau du siège pour une enquête approfondie, premièrement, et deuxièmement, pour améliorer la prise en charge, soit psychologique, soit médicale. Alors, il nous reste quelques minutes, Dr Mohamed Guemama, avant de rendre l'antenne. Peut-être parler d'une question qui est incontournable dans toute activité humaine, la question du financement. Vos activités supposent, le nerf de la guerre qui est l'argent. Comment faites-vous? Est-ce que ce sont les cotisations qui pourvoient un tant soit peu à cette prise en charge, ou est-ce que vous avez d'autres moyens de financement? Comment les choses se déclinent? Oui, parce que là, on est en train toujours de développer d'autres stratégies pour la mobilisation de ressources. Les ressources, pas forcément financières, parce qu'on a besoin d'autres types de ressources humaines pour améliorer notre connaissance sur la question humanitaire. C'est la chose la plus importante. C'est comment améliorer les connaissances d'abord. Les projets de partenariat, on a avec soit les Nations Unies, ou bien les autorités locales, ou bien la HCR, vous le mentionniez tout à l'heure. C'est des projets de partenariat qui nous permettent de mieux comprendre les différentes questions et qui nous permet de mieux évoluer sur le plan technique. Et la troisième des choses, pour mieux maîtriser la question humanitaire, parce que c'est nouveau en Algérie, on n'a pas encore les connaissances nécessaires pour mieux intervenir, soit pour les populations locales, soit pour les populations vulnérables, parce que le chemin est encore long avant d'y arriver. Justement, le chemin est long, il n'empêche pas donc de tracer des perspectives, des objectifs à court terme. Quels sont-ils en ce qui vous concerne, en ce qui concerne l'association Green Tea? Qu'est-ce qui vous occupe actuellement en termes de projet?
Actuellement, on travaille sur le mode de gouvernance, donc interne de Green Tea. C'est la chose la plus importante. La deuxième des choses, c'est d'avoir les connaissances nécessaires sur la question humanitaire, les questions des droits de l'homme et toutes les questions liées au phénomène d'immigration, soit en Algérie, soit dans la région en MENA. Donc davantage d'imprégnation du savoir relatif donc à l'humanitaire dans la mesure où vous êtes quelque part pionnier, bien évidemment aux côtés du Croissant Rouge algérien dans cette veine-là de l'humanitaire. Docteur Mohamed Ghemama, je vous souhaite plein succès. Merci. Pour la suite donc de votre engagement, de l'engagement de vos camarades qui sont... vous êtes combien au niveau de l'association? C'est beaucoup. Hein. Comme on dit, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas, grand merci de cette petite occasion que vous nous avez offerte pour en savoir plus sur l'actualité de l'association Green Tea, dont le siège, je vous rappelle, chers amis auditeurs, est situé à Tamanrasset, ce qui n'empêche pas l'association d'avoir une vocation nationale. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Je vous espère une belle fin de soirée en vous promettant de vous retrouver, bien évidemment, demain en compagnie d'un autre invité.